dans un instant une rencontre enregistrée jeudi 23 mai 2024 à la librairie Ombre Blanche lors de la 7e édition du festival toulousain L'Histoire à venir du 22 au 26 mai 2024 autour de la thématique Au nom de la loi. On pouvait y écouter ce jour-là Joëlle Vailly, directrice de recherche en sociologie, de formation biologiste, pour la présentation de son livre intitulé ADN policier et paru aux éditions Presse universitaire de France, en dialogue avec Nicolas Tessandier, préhistorien au CNRS. Donc vous présentez Joëlle Vailly, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Chose pas très fréquente en sciences, Joëlle Vailly a d'abord été biologiste et aujourd'hui sociologue, donc c'est quelqu'un qui a, on en parlera un petit peu au début, a fait ce qu'on appelle une reconversion disciplinaire vers les sciences sociales, ce qui, à ma connaissance, n'est pas ultra fréquent. Et donc Joëlle a orienté ses recherches vers la sociologie de la biomédecine, de la génétique et de la santé, dans de grands domaines, donc santé et justice, police. Et donc ces travaux actuels au cœur de ce livre portent sur les pratiques et les enjeux sociaux des usages de l'ADN lors des enquêtes policières et judiciaires. Donc autour du rôle de ces innovations techniques et scientifiques dont on entend beaucoup parler, hein, l'ADN c'est présent partout, et en même temps on ne sait pas toujours trop ce qui se trame derrière. Donc c'est ce qu'on essaiera en tant qu'établissement de preuves judiciaires par rapport à l'ouvrage, c'est ce qu'on essaiera d'éclairer aujourd'hui. Et du coup, pour entamer, on a un petit peu bien sûr préparé la rencontre avec Joëlle. Moi étant complètement novice dans le domaine de l'ouvrage, donc j'ai vraiment découvert et appris en le lisant. Mais simplement, moi j'étais curieux de demander à Joëlle pourquoi, dans un premier temps, être de la biologie, être parvenu à être sociologue. Voilà, j'ai dit que c'était pas très commun, et si vous pouvez nous dire un peu dans quel état d'esprit ça s'est fait et qu'est-ce qui vous a conduit à ce choix et à cette reconversion. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'animer cette réunion. Merci au festival de m'avoir invité, à la librairie de nous accueillir et puis à toutes et tous d'être là. Je suis vraiment ravie. Alors, Nicolas, pour répondre à cette question, c'est vrai que ce n'est pas un parcours très, très classique. Ça demande du temps parce que j'ai commencé effectivement par une thèse en biologie. J'ai été recrutée à l'INSERM comme biologiste et puis autour des années 2000, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment matière à étudier les enjeux sociaux de ce que nous étions en train de faire en tant que biologiste. J'ai eu vraiment envie de me tourner vers les sciences sociales. Donc j'ai opéré effectivement ce qu'on appelle une reconversion disciplinaire. En 2000, j'ai repassé une thèse en sociologie cette fois. Je suis partie à Paris, à l'EHESS. Et puis ensuite, j'ai conduit des recherches en sciences sociales depuis maintenant 24 ans à temps plein. Parce que je pensais que y avait nécessité de consacrer l'énergie qui me restait à ces questions-là qui n'étaient pas assez travaillées. Enfin, je commençais à me poser des questions en tant que biologiste lorsque j'ai fait de la recherche dans ces domaines, et notamment autour de la preuve d'ailleurs. Et donc j'ai pu les traiter en tant que sociologue cette fois. Alors évidemment, ça peut apporter certains avantages pour traiter des questions comme l'ADN policier, parce que il y a des notions qui sont assez faciles à comprendre pour moi, des notions techniques en tout cas qui sont connues, et surtout, je pense que d'une façon un peu plus fondamentale, le fait de connaître les aspects très techniques me permet de poser des questions sociologiques, anthropologiques ou philosophiques qui sont derrière ces notions très techniques. Je vais donner des exemples. Par exemple, le fait de bien comprendre ce que sous-tend l'idée de marqueurs génétiques liés ou supposément liés à l'origine géographique, on en parlera, me permet de poser des questions sociologiques autour de l'identité, qui est évidemment une vieille question, mais qui est une grande question très importante, et donc de voir comment ces notions d'identité, de preuve,
également autour du non-codant, hein, qui est mobilisé par des opposants à ces usages actuels du FNAEC, du fichier dont on va parler, finalement permet d'aborder ces grands enjeux de façon peut-être un peu, en les creusant peut-être un petit peu plus. Donc ça apporte certains avantages, mais c'est quand même un grand détour, un grand détour en termes de formation. Donc bon voilà. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Et du coup, en quoi ça aide, vous l'avez un peu dit là, mais peut-être à aller un tout petit peu plus loin, en quoi ça aide réellement à mieux comprendre les phénomènes sociaux qui se trament derrière l'utilisation de l'ADN et qui permettent en tout cas aux enquêteurs ou aux généticiens de passer d'une trace à un individu donné. Effectivement, ce dont nous allons parler relève souvent de comparaisons entre une trace laissée sur une scène d'infraction et puis le profil génétique d'une personne connue des services de police. Donc les enquêteurs, par exemple, ou les magistrats essayent de comparer une trace laissée sur une scène d'infraction à celle d'une personne. Et donc, ils établissent en fait un calcul qu'ils appellent un calcul de probabilité, un calcul statistique, probabilité de concordance fortuite, hein, comme ils l'appellent. Et donc, en fait, il s'agit d'établir un résultat qui permet de dire que c'est la personne la personne qui a laissé sa trace est bien le suspect qui est convoqué pour un procès. Et donc, je donne cet exemple parce qu'il y a un calcul statistique derrière autour de ces fameuses empreintes génétiques dont on va parler, et le fait de maîtriser les notions biologiques et les calculs statistiques qui sont mobilisés permet d'interroger encore une fois la vaste question de la preuve et de l'établissement des vérités. Alors là, ça, c'est presque un gros mot, hein. La vérité, c'est un énorme mot, évidemment, pour les sciences sociales et pour la philosophie. Et sans vouloir aller dans des questions trop théoriques, Michel Foucault dirait plutôt, le philosophe dirait, ce qui est considéré comme vrai à un moment donné dans un contexte donné. Voilà, plus modestement, il s'agit plutôt de ça. Mais enfin, en tout cas, ce qui est considéré comme vrai, donc, est abordé par cette question de la preuve scientifique à un moment donné, et donc il faut savoir précisément de quoi on parle. Et juste, ça me fait penser, on n'en avait pas parlé en préparant, mais du coup, pour vous qui avez fait les deux, biologiste et maintenant sociologue, la notion de vérité dont vous parliez, qui est un peu au cœur de beaucoup de choses aujourd'hui, et vous portiez le relativisme en sens social. Comme vous avez vécu on a souvent l'impression que les sciences dures donnent le résultat type mathématique, quoi, et qui est univoque et forcément vrai, alors qu'en sciences sociales, on dresse un profil d'hypothèses les plus parcimonieuses. Vous l'avez vécu au quotidien pendant votre transmission ? Certes, je l'ai vécu, mais je crois que je ne vais pas me lancer dans cette discussion, parce que c'est quand même une énorme discussion et ça nous éloignerait un peu de mon livre. Oui, j'ai par expérience vécu des choses qui permettraient de donner des éléments là-dessus, mais je crois que je vais m'en tenir à l'ADN policier. Donc dans le livre, pour rentrer un peu au cœur, le constat qui est posé tout de suite, c'est d'un côté la légitimité et le pouvoir de résolution d'arriver à la preuve qu'ont les méthodes biométriques, l'ADN au sens large, pour résoudre des situations criminelles, et de l'autre côté les interrogations qu'elles suscitent sur les libertés publiques. Et on y reviendra aussi à la fin. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est de cette dialectique entre ces deux éléments qu'est le principal enjeu de motivation d'écrire un livre comme ADN policier? Bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les méthodes biométriques, donc qui consistent par définition à identifier une personne de façon automatique à partir de données corporelles et de données biologiques, ces méthodes biométriques sont en grand développement aujourd'hui. On le voit à travers, par exemple, la reconnaissance faciale qui est maintenant sur les téléphones portables, à travers les scans dans les aéroports. Peut-être que vous l'avez vécu vous-même. Donc le scan des iris, par exemple, dans les aéroports pour vérifier l'identité
des personnes. Les empreintes digitales qui sont utilisées depuis le 19e siècle, ça ce n'est pas nouveau, mais pour ce qui nous intéresse ici, donc les usages de l'ADN. Donc globalement, ces méthodes biométriques sont vraiment en grand développement et effectivement, elles ont en quelque sorte une double facette. Elles permettent disons, de résoudre certaines questions, parfois certaines situations problématiques, d'identifier des corps, par exemple, lors des catastrophes. Mais elle pose aussi des questions du point de vue de la préservation des droits individuels et collectifs. Si vous voulez, plus concrètement, pour vous donner des exemples, du côté de ce que l'ADN peut apporter, il se trouve qu'il y a un projet aux États-Unis qui s'appelle Innocence Project, qui a montré que depuis 30 ans, l'ADN avait permis d'innocenter 380 prisonniers, donc des condamnés qui étaient en prison, et que l'ADN avait permis de les innocenter, en fait. Puisqu'il y avait eu un retour de la part des avocats, une nouvelle demande d'expertise, etc. Et donc ces personnes, à 60%, étaient des Afro-Américains qui avaient passé en moyenne 14 ans en prison. 30% d'entre eux s'étaient auto-incriminés, c'est-à-dire qu'ils s'étaient accusés alors qu'ils étaient innocents, et 30% de ces 30% étaient âgés de 18 ans ou moins. Donc on voit là ce que l'ADN peut apporter pour innocenter des personnes, un élément qui est non seulement crucial, mais parfois vital, puisque 20 de ces personnes étaient déjà dans les couloirs de la mort, donc condamnées à mort aux États-Unis. Alors, d'un autre côté, on va abondamment, je pense, parler du fichier national automatisé des empreintes génétiques, donc le FNAEG, qui est utilisé en France. Il faut savoir que les contours de ce FNAEG ont été plutôt en extension, j'y reviendrai, et donc la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2017 pour le FNAEG, parce que la Cour européenne a considéré qu'il y avait là, avec ce fichier d'empreintes génétiques, qu'il y avait là, je cite, une atteinte disproportionnée au droit, au respect à la vie, au droit et au respect de la vie privée. De la même façon, au Royaume-Uni, il y a eu une condamnation par la Cour européenne avant la France en 2008 sur la base du fichier d'empreintes génétiques utilisé au Royaume-Uni. Il faut dire qu'au Royaume-Uni, non seulement les données génétiques, mais aussi les échantillons d'ADN. En France, les échantillons ne sont pas conservés pour les personnes. Ils sont conservés pour les traces inconnues, mais pas pour les personnes. On ne conserve que les données en France. Mais au Royaume-Uni, étaient conservés aussi bien les échantillons que les traces. Les échantillons que les traces. Et cela à vie, y compris pour les mineurs, et y compris pour les personnes suspectes qui n'avaient jamais été condamnées. Et donc le Royaume-Uni a été condamné aussi par la Cour européenne. Donc c'est dire que ce sont des signes qui montrent que en fait les choses sont allées tout de même relativement loin pour que la Cour européenne intervienne. Et donc on assiste à une sorte de valeurs qui empiètent les unes sur les autres. Parce que d'un côté, vous allez avoir des gens qui vont souhaiter identifier un suspect de crime souvent très grave et qui vont inventer de nouveaux moyens et qui vont mettre tous les moyens légaux ou illégaux à disposition. Et puis d'un autre côté, vous avez une autre valeur qui est celle qui consiste à préserver la vie privée, à préserver certaines notions autour du vivre ensemble, on en parlera je pense, et puis autour de la préservation de l'anonymat aussi, puisque il faut bien comprendre que les traces ADN sont laissées en permanence. Nous laissons en permanence
des traces ADN derrière nous. J'en laisse sur ce verre. Si quelqu'un veut prendre mon ADN, alors normalement c'est interdit, mais notre corps est une sorte de traceur permanent ou quasi permanent auquel il est très difficile de se soustraire. Et donc ça donne lieu bien entendu à des collectes d'échantillons dans le cadre des enquêtes policières. Les officiers de police judiciaire peuvent tout à fait prélever un ADN sur une brosse à dents ou sur un mégot de cigarette pour une enquête policière. Donc c'est dire que cela soulève aussi des questions liées à l'anonymat des personnes, a fortiori dans les régimes autoritaires, bien entendu. Du coup, on rentre. Donc, vous commencez à connaître ce qu'est le FNAEG. Vous aviez peut-être déjà entendu parler, mais moi, un fichier national automatisé des empreintes génétiques, dont Joël vient déjà de parler. Et donc, du coup, dans le livre, vous dites que en France, qui est le fondement, l'enquête est essentiellement centrée sur le territoire français, sur la France. Donc, on aurait dans ce fichier 3 300 000 empreintes d'individus, plus 600 000 d'individus qui, eux, ne sont pas identifiés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom derrière, ou si j'ai bien... Des traces laissées sur des scènes d'infraction, donc on essaye justement, les policiers essayent de mettre un nom derrière. Et vous dites aussi que des pays... Ou des cadavres anonymes. Ouais. Ah oui, ok. Et vous dites aussi que dans des pays, que certains pays ont envisagé ou envisagent des recueils de données génétiques, eux, plus poussés, plus généralisés. Donc, vous parlez un peu du Kenya, du Koweït, de la Chine, sur les minorités. Certaines minorités, déjà, est-ce que peut-être nous dire d'abord dans quel cas on est intégré au FNAEG en France, enfin, dans quelles conditions les policiers, la justice a le droit de nous prélever notre échantillon et de nous intégrer au FNAEG, et ensuite nous dire un peu les dérives, dire un mot peut-être sur les dérives auxquelles on peut, enfin voilà, on a parlé de la Chine au téléphone et vous en parlez dans le livre, à quoi on peut s'attendre à court et moyen terme, sachant que ce recours à l'ADN semble être de plus en plus, aller vers augmenter de façon exponentielle, en tout cas. Oui. Alors, donc, d'une façon générale, dans le monde, ces grands fichiers d'empreintes génétiques sont en expansion. Il faut peut-être préciser d'emblée ce que sont ces fichiers. Ce sont en fait des fichiers numériques qui sont composés de chiffres, en fait, des chiffres qui correspondent à la taille de petites séquences répétées que nous avons tous dans nos ADN, dont la taille est très variable. Et donc, cette taille variable est caractéristique de chacun d'entre nous, pour peu qu'on étudie suffisamment de marqueurs, et donc ça permet d'identifier des personnes. Donc ces grands fichiers, en fait, sont des fichiers de chiffres, de quelques chiffres, puisqu'on n'étudie pas le génome des personnes, le génome entier. Les experts en génétique étudient 21 marqueurs génétiques au maximum en France. Donc ce sont des chiffres, ce qui permet de stocker un grand nombre de données, de les comparer, de les conserver de comparer les données. C'est cela qui permet une expansion de ces approches. Plus que des photos, on comprend bien, c'est beaucoup plus facile à manipuler en fait. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, beaucoup de pays ont mis en place des fichiers d'empreintes génétiques. Interpol a évalué en 2019 qu'il y avait 80 pays environ dans le monde qui avaient mis en place des fichiers d'empreintes génétiques, notamment la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, effectivement. La Chine disposant du plus grand fichier d'empreintes génétiques, 80 millions d'empreintes, mais ce qui est rapporté à la population, en fait, est assez peu différent de la proportion par rapport à la France, puisque en France, on est à 5% des personnes qui sont fichées génétiquement en France, et en Chine 5,7%, donc c'est pas très très différent du point de vue de la proportion, mais la différence c'est qu'en Chine des populations ouïghours par exemple sont fichées génétiquement sous couvert d'examens médicaux obligatoires, ou des populations tibétaines aussi sont fichées
fichés génétiquement. Dans des villages, on prend l'ADN, y compris d'enfants à partir de 5 ans. Donc c'est dans le contexte autoritaire chinois que c'est fait, et y compris pour des personnes qui ne sont pas dans des enquêtes pénales. Et donc le Koweït et le Kenya, effectivement, ont voulu ficher génétiquement toute leur population, et ça ne s'est pas fait pour des questions juridiques, finalement. Donc pour en venir à la France, vous avez donné les chiffres, et donc pour entrer dans ce fichier, eh bien, il faut avoir d'abord commis une infraction qui est dans le champ d'application du fichier. Sachant que le nombre d'infractions concernées a beaucoup été étendu depuis 2003. Loi de sécurité intérieure, loi de 2003, qui a étendu les infractions pour lesquelles un ADN est prélevé, puisque ce ne sont plus seulement des crimes qui sont concernés, mais aussi des délits, donc des vols, des cambriolages, des dégradations, des destructions qui sont bien plus fréquents, évidemment, que les crimes. Donc l'usage du FNAEG est aujourd'hui massif, de ce fichier d'empreinte génétique, et massif et routinier. Il faut ajouter à cela que sont conservées les données non seulement des personnes condamnées en France, mais aussi les personnes dites mises en cause, donc des suspects qui sont présumés innocents selon la loi, mais dont l'ADN est conservé, les données sont conservées également. Les statistiques du ministère de l'Intérieur étant que les 3/4 des personnes fichées génétiquement en France sont des personnes mises en cause, donc des suspects qui n'ont pas été condamnés. Ce qui nous fait déjà entrevoir les transformations de la notion de suspect, puisque c'était la question que je voulais poser en fait à travers ce livre, comment la notion de suspect est transformée par ces nouveaux outils biométriques. Et donc comment le corps et le suspect sont à la fois objets de connaissances scientifiques, sont aussi des supports de preuve, mais sont aussi des instruments de politique publique. Et donc on comprend ici la transformation de la notion de suspect, puisque les 3/4 des personnes fichées sont des suspects. Leur fiche n'est pas toujours mise à jour, mais disons que l'écrasante majorité sont des personnes suspectes. Et donc, on n'a plus affaire à des suspects identifiés par des enquêtes classiques, mais on a une population suspecte ou quasi suspecte, en fait, dont les données sont en permanence, donc quotidiennement comparées à celles des traces relevées sur des scènes d'infraction. Leurs données génétiques sont comparées quotidiennement à l'ensemble des traces prélevées sur des scènes d'infraction. Donc ils sont dans une situation un peu intermédiaire, pas tout à fait dans la situation de la population générale, en fait. Voilà. Ok, merci. Et du coup, ensuite, c'était de se demander... au départ, vous dites que les gens les profils qui étaient intégrés au FNAEG étaient à l'origine des criminels sexuels. Oui. Et puis petit à petit, c'est un peu ce que vous expliquez, quoi. On est dans une extension des profils qui peuvent y être intégrés. Et du coup, on peut imaginer, qu'on est assujetti à une nouvelle loi, un nouveau décret qui viendrait. On a l'impression que comme l'ADN est très commun, qu'en fait tout ça, on comprend bien qu'on a aussi une problématique de restriction des libertés, mais que finalement, on attend tellement de la sécurité que on est prêt à laisser les choses continuer et s'étendre, parce que c'est quand même bien de trouver des criminels, d'identifier des terroristes, et qu'on est tellement dans un débat sécuritaire que du coup, les législateurs, finalement, ils ont la voie libre pour étendre les champs d'application du FNAEG et des personnes qui peuvent y être introduites. Oui, on pourrait se demander ce qui pourrait se passer
dans certaines configurations à l'avenir, etc. Mais moi, pour l'instant, je m'en tiens vraiment à ce qui se passe aujourd'hui, aux pratiques actuelles. Alors, ce qu'on peut ajouter peut-être, c'est que donc vous avez compris que c'était des fichiers vastes avec donc 3,3 millions d'empreintes en France. Maintenant, il y a une autre dimension qu'il faut introduire, qui est que est en question pas seulement le fichier lui-même, mais de nouvelles utilisations de ces données, donc des techniques qui sont émergentes, qui sont plus récentes, qui n'ont pas du tout le caractère massif que j'ai décrit à l'instant, c'est-à-dire la comparaison de millions de profils tous les jours avec toutes les traces, etc. Donc ça c'est la routine, c'est ce qui se passe quotidiennement. Mais il faut aussi comprendre que l'ADN a une spécificité, c'est qu'il a un caractère familial, par définition, puisque la génétique est la science de l'hérédité. Et donc, on le voit à travers une technique qui est apparue un peu plus récemment, qui s'appelle la recherche en parentèle, peut-être que vous en avez entendu parler, donc qui consiste à essayer de trouver non pas des concordances totales entre, par exemple, une trace et une personne, mais à chercher des concordances partielles, avec l'idée que le suspect est une personne apparentée à une personne fichée, apparentée biologique, et que donc son ADN va lui ressembler. Et donc les nouvelles techniques consistent à chercher des apparentés biologiques à des personnes fichées lorsque il n'y a pas d'autres pistes. Et donc c'est une technique qui a été mise en place depuis 2016 en France, qui a été utilisée, je vous dis encore une fois, bien moins souvent que les empreintes génétiques classiques, 200 fois depuis 2016 environ, 200 fois pour identifier des cadavres anonymes ou des suspects. Mais donc ça veut dire qu'un apparenté biologique à une personne fichée a plus de chances de faire l'objet d'une enquête policière qu'une autre personne, et que indirectement elle est quand même en partie fichée en fait. Ce qui est un premier niveau d'extension d'utilisation des données qui veut dire qu'en fait, on n'est plus là à 5% de la population. Si on ajoute les parents et les enfants des personnes fichées, puisque c'est de cela qu'il s'agit, on arrive déjà à 25% de la population qui est concernée. Et j'espère que je suis claire, que vous me suivez toujours. Bon, parce qu'il y a encore un autre niveau, qui est que il existe aussi des bases de données privées cette fois, donc des bases de données qui sont mises en place surtout aux États-Unis, dont les utilisateurs envoient leurs données ou donc téléchargent leurs données sur Internet, ou bien achètent des tests, par exemple, donc envoient leur ADN pour avoir des informations soit sur leurs ancêtres, soit sur des prédispositions à des maladies. Bon. Et la police aux États-Unis a eu l'idée de puiser dans ces bases de données privées pour établir, là encore, une reconnaissance partielle entre une trace sur des scènes de crime et ses utilisateurs, avec l'idée toujours que le suspect est un apparenté biologique à un de ses utilisateurs, donc l'ADN va lui ressembler. Et donc, ça peut aller assez loin aux États-Unis, puisque les recherches vont jusqu'au cousin, au 4e ou au 5e degré. Donc, on comprend que ça pose plusieurs questions pour les sciences sociales, évidemment, même si, encore une fois, c'est beaucoup moins souvent utilisé que les techniques classiques, on est d'accord. Il y a eu environ 200 recherches de ce type aux États-Unis qui ont été effectuées pour le moment, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, vous allez me dire, cela ne concerne que les États-Unis. Non, bien entendu. Les tests achetés sur Internet sont interdits en France, mais on estime qu'environ 100 000 à 200 000 de ces tests génétiques sont vendus chaque année en France sur Internet. Donc il y a en fait pas mal d'acheteurs sur Internet en France. Donc les questions posées ne concernent pas que les États-Unis, elles concernent tous les pays où il y a des acheteurs sur Internet.
Et d'ailleurs, en 2022, l'auteur de 5 viols a été identifié de cette façon en France, donc via une collaboration entre la police française et le FBI aux États-Unis par cette technique dite de test généalogique, ce qui veut dire qu'elle commence à être utilisée, c'est vraiment le début en France. Et donc, pour revenir aux questions initiales, on voit bien que se pose ici la question de la vie privée. Ça a d'ailleurs suscité une controverse. Cette utilisation a suscité une controverse aux États-Unis parce que finalement, l'utilisateur de ces bases de données, encore une fois privées, donc qui ne sont pas gérées par la police mais utilisées par la police, l'utilisateur prend une décision non seulement pour lui-même, mais aussi pour toute sa famille biologique, passée, présente et future. Ses enfants vont lui ressembler biologiquement aussi. Sans l'avoir consulté le plus souvent, évidemment, a fortiori pour la famille future. Et il y a eu particulièrement une controverse aux États-Unis parce que une étude publiée dans la revue Science, très prestigieuse revue, a établi que la moitié des résidents des États-Unis pouvaient être identifiés par cette technique et donc en fait avait un proche dans une de ces bases de données qui s'appelle MyHeritage, mais peu importe le nom, avait un proche dans une de ces bases de données et donc la moitié des résidents des États-Unis peuvent être identifiés par cette technique, même si ces personnes n'ont jamais laissé leur ADN et n'ont jamais envoyé leurs données, ce qui a suscité une controverse. Mais alors je finis juste là-dessus, parce que évidemment ça pose des questions du point de vue alors de la transformation de la notion de suspect d'abord, puisque c'était cela qui m'intéressait. On voit que là, on n'a plus exactement affaire à une sorte de triage, comme c'était le cas classiquement dans les domaines de la sécurité où les policiers, les gendarmes essayent de trier les populations susceptibles de commettre des infractions par rapport aux autres. Là, on a une espèce de flou des frontières entre les populations des suspects fichés, des suspects familiaux et maintenant des suspects généalogiques, donc ce qui pose des questions. Oui, c'est ce que dans le livre vous appelez sur cette porosité entre individus avérés, infractions avérées et suspects, ce que vous appelez l'argument des policiers, je crois, dans le. J'imagine le point de vue auquel la police, elle cherche à avoir la plus grande possibilité de résolution. Bien sûr, et donc on a en fait effectué des campagnes d'entretien, plus de 110 entretiens sociologiques approfondis avec des professionnels, donc des magistrats, des policiers, des gendarmes, des biologistes, des personnes qui s'opposent aussi à l'usage actuel du FNAEC, donc des militants politiques et des syndicalistes. Nous avons aussi observé des procès où l'ADN est mobilisé, et donc effectivement on a recueilli notamment le point de vue des policiers et des gendarmes pour essayer de comprendre les logiques qui sont derrière, pour connaître déjà leurs pratiques, puisque tout n'est pas dans les textes de loi, hein, il faut voir aussi comment les choses sont mises en œuvre, et puis essayer de comprendre aussi les logiques sociales qui sont derrière en fait. Et donc, si vous voulez, je peux vous résumer les points de vue des policiers et ceux des opposants, comme ça, il y en aura pour tout le monde, les arguments des uns et des autres. Donc, en gros, du côté de la police et de la justice, d'abord, on est globalement satisfait des contours actuels du FNAEG. On pense que c'est une bonne chose, même si on regrette que la délinquance financière n'y figure pas, c'est-à-dire que les délits d'initiés ou la fraude fiscale n'est pas concernée. Et donc, Michel Foucault dirait il y a là un traitement différencié des illégalismes. Hein, vous comprendrez ce que ça veut dire. Donc, il regrette cela. En fait, il y a quatre points rapidement du point de vue de la police et de la gendarmerie. Premièrement, l'idée que il faut identifier un auteur d'infraction le plus tôt possible dans ce que les sociologues appellent le parcours délinquant ou la carrière déviante. La carrière déviante.
selon eux, selon ces policiers, il faut les repérer le plus tôt possible parce qu'un auteur d'infraction est aussi un suspect d'autres infractions passées ou à venir. Donc en gros, c'est un peu, là c'est moi qui le dis, mais c'est un peu qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est un peu l'idée si vous voulez. En tout cas, là je cite, un suspect pour un délit est aussi un futur criminel. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a une espèce de porosité entre la catégorie d'auteur et de suspect. Deuxième point, selon eux, il faut avoir un fichier le plus large possible pour avoir le plus de chances statistiques d'avoir une concordance entre une trace et une personne. Donc c'est une logique probabiliste, en fait. Plus le fichier est vaste et plus on aura de chances d'avoir une concordance. Alors ça, on pourra y revenir parce que c'est plus complexe que ça. Troisième chose, alors ça, on ne le voit pas dans les textes, mais donc ça a été rapporté. Il faut savoir que les projets de loi de finances mentionnent un indicateur de performance de la police judiciaire. Et donc, ces policiers sont soumis à des objectifs, et notamment des objectifs chiffrés de taux de signalisation des personnes en garde à vue. Donc, c'est ce que certains appellent la politique du chiffre. Par ailleurs, ils sont eux-mêmes évalués dans leur carrière professionnelle. Ils sont notés, ce qui a des conséquences sur le déroulé de leur carrière. Et un des éléments de la note est le taux de signalisation des personnes qui passent en garde à vue. Et d'ailleurs, ce taux de signalisation est élevé puisqu'il était de 92% en 2020. Donc 92% des personnes qui passent en garde à vue sont prélevées pour les empreintes génétiques. Et puis, il y a quatrième élément, du côté de la police et de la gendarmerie, toujours, qui est que même si c'est un fichier, le FNAEG est encadré par la loi, donc il dépend de dispositions juridiques, ce que les sociologues appellent les rapports de pouvoir, c'est-à-dire les prérogatives en fait des uns et des autres, sont au détriment de la justice par rapport à la police en matière de FNAEG, c'est-à-dire que c'est un fichier qui est géré par la direction centrale de la police judiciaire, donc par le ministère de l'Intérieur. Les suspects sont donc fichés indépendamment de tout procès, je l'ai déjà dit. Et la décision de ficher génétiquement quelqu'un est prise à 93% par un officier ou un agent de police judiciaire et à 7% seulement par les magistrats. Donc c'est surtout en fait un fichier de police en fait. Et donc, ces quatre éléments, finalement, sont convergents et s'imbriquent pour aller vers un processus qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, permet dans certains cas d'innocenter des personnes, mais en tout cas, qui permet aussi de renforcer le caractère suspect de toutes ces personnes qui sont fichées génétiquement pendant des durées longues, puisqu'on n'a pas encore parlé des durées de conservation des données, mais ces données sont conservées longtemps. Et du coup, l'autre aspect qu'on allait évoquer, c'est les mouvements de résistance au fichage. Donc oui, là, alors, quel type de motivation sociologique, quel type de motivation vous percevez derrière? Est-ce que c'est toujours juste la restriction des libertés, attention à nos libertés, ou c'est plus précis et plus quantifiable que ça? Alors, on a aussi recueilli les points de vue de la même façon, le point de vue des opposants aux usages actuels du FNAEG. Donc, ce sont des syndicalistes ou des militants politiques qui sont souvent soutenus par le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent être, par exemple, des militants opposés à l'usage excessif des panneaux publicitaires, qui donc vont taguer des panneaux en ville, ce qui est une dégradation, donc une infraction qui est dans le champ d'application du FNAEG. Donc un ADN est demandé pour l'infraction de dégradation. S'ils refusent de donner leur ADN, ils sont convoqués par la justice. Et s'ils refusent de nouveau, ils vont passer en procès, puisque depuis les lois de 2001 et 2003,
le refus de prélèvement est pénalisé. Donc c'est une infraction de refuser de donner son ADN dans ce cadre-là. Quand on rentre dans le champ d'application, enfin qu'on est en garde à vue et que notre garde à vue, enfin que la garde à vue rentre dans le champ d'application. Voilà, quand l'ADN est demandé. Ouais. Quand l'ADN est demandé. On ne vous demande pas votre ADN quand vous passez dans la rue. On vous demande l'ADN en lien avec une infraction qui est dans le champ d'application du fichier, donc dont la dégradation ou le vol, ou etc. Oui, donc des fois des petites... Alors, toutes sortes d'infractions, toutes sortes de gravités du criminel en série jusqu'à la dégradation ou la destruction. La gueule sur un panneau publicitaire. Voilà. Et donc, ce sont des personnes qui ne sont pas opposées à l'usage de la génétique en droit pénal en général, ne sont pas opposées à des comparaisons ponctuelles, par exemple, entre une trace et une personne bien identifiée. Et ne sont en général pas opposés non plus à un fichier plus restreint, donc qui serait restreint aux criminels pour des crimes graves du type meurtre ou viol. Mais par contre, ils sont opposés au fichier étendu y compris aux suspects, et opposés aux durées de conservation qui sont longues. Et donc, en fait, il y a en gros 3 types d'arguments, si vous voulez, pour analyser aussi sociologiquement cette situation. Un premier argument qui est de dire nous ne sommes pas des criminels, nous n'avons rien à faire dans un fichier de criminels, puisque nous sommes des militants, nous défendons des causes, nous défendons l'emploi, si nous sommes syndicalistes, nous n'avons rien à faire dans un fichier de criminels. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième est de dire il faudrait une proportionnalité entre l'infraction, par exemple, et le fichage. Donc, ils introduisent une notion juridique qui est celle de la proportionnalité, qui est exactement la notion, d'ailleurs, mobilisée par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'elle a condamné la France, sur la base de la disproportion. Donc, ils mobilisent cette notion de proportionnalité. Et puis, un troisième élément, alors, qui n'est pas plus difficile, mais là, qui est lié justement à des notions biologiques. Il faut savoir que ce FNAEG a été mis en place en 1998 sur la base de discussions à l'Assemblée nationale, puisqu'il était encadré par la loi, sur la base de l'idée selon laquelle il ne donne pas d'autres informations que sur l'identification de la personne. Donc, il ne donne aucune information sur des prédispositions à des maladies, aucune information sur l'origine dite géographique des personnes, donc l'origine dite ethnique, si vous voulez. Donc, ce fichier était conçu sur ces bases-là. Et c'est pour ça qu'il a été accepté à l'Assemblée nationale, parce que les données génétiques sont censées être neutres, comme les empreintes digitales. Or, ces opposants, ces militants, avance l'idée selon laquelle, en fait, les marqueurs génétiques étudiés aujourd'hui apportent des informations sur certaines prédispositions à des maladies ou sur l'origine géographique par continent, des données qui sont partielles parce que ces marqueurs génétiques n'ont pas été choisis pour donner des informations, mais avec le développement des savoirs génétiques, finalement, ils donnent de plus en plus d'informations, ces marqueurs, parce que les recherches avancent en permanence. Et donc, depuis la création du FNAEG, certaines informations semblent ressortir de ces marqueurs génétiques censés être neutres. Donc ça, c'est leur troisième argument. Parce que vous évoquez aussi une jurisprudence qui serait établie pour les sciences médico-légales d'une nouvelle technique dont l'objectif serait non plus de comparer des empreintes génétiques classiques, mais de prédire... l'apparence, de donner à la police des espèces de portraits robots génétiques. Oui, alors... Ça, c'est en vigueur en France, ça se développe, dans quelle forme? Oui, c'est aussi en vigueur. Je voudrais juste ajouter un point par rapport aux oppositions, aux contestations, parce qu'il me semble assez important, et puis ensuite je vais vous répondre. C'est que ces opposants nous disent aussi qu'ils ont du mal à mobiliser sur cette question. Il y a en gros 600 à 700 condamnations pour refus de prélèvement par an en France. Et ils nous disent en entretien
Pardon. Je vais boire une gorgée. Voilà. Ils nous disent en entretien, la France considère que ces outils sont d'excellents moyens de surveillance. Je vous cite leurs propos, enfin un des extraits d'entretien. En fait, je crois qu'il faut analyser ça de la même façon qu'on a analysé les propos des policiers et des gendarmes. Il faut prendre cette question, disons, essayer de voir ce qu'il peut y avoir derrière. En fait, il y a un certain nombre de sociologues qui mobilisent la notion de surveillance ou de contrôle social à propos des politiques de sécurité ou à propos d'autres pratiques, d'autres questions. Je pense que la situation est plus complexe que cela. Plus complexe que celle simplement d'un État qui impose des techniques à des populations qui s'y soumettent ou bien qui parfois y résistent. Parce que on assiste à une espèce de routinisation en fait de ces pratiques. Elles sont routinières et de même que la collecte de données, mais de toutes sortes de données personnelles en fait. Parce que moi, je rapproche ça du fait que nous laissons en permanence des données personnelles sur Internet, sur nos réseaux sociaux, nos réseaux amicaux, sur Facebook, pour ceux et celles qui sont sur Facebook, sur nos achats, sur nos choix, nos goûts, sur les sites que nous consultons, qui sont conservés en mémoire parce que cela a une valeur commerciale. Nous communiquons en permanence des données personnelles nous concernant sur nos déplacements avec les cartes de transport en région parisienne, etc. etc. Donc, ça transforme le rapport à la vie privée et la notion de vie privée n'a plus le même sens, n'est plus aussi cruciale, je pense, que ce qu'elle était en France, en tout cas, jusqu'à récemment. Et donc, il y a une forme de transformation de la relation à la vie privée qui fait que, globalement, ces techniques, finalement, deviennent routinières, ce qui ne permet pas d'ouvrir le débat. Hein. En fait, il y a peu de débats là-dessus. Il y en a quelques-uns, mais finalement assez peu. Et finalement, moi, je trouve que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'ADN n'est pas qu'un traceur de soupçons, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un marqueur d'évolution sociale importante autour du consentement au transfert de données personnelles. Nous consentons de plus en plus à transmettre des données personnelles et aussi un marqueur d'évolution en matière de sensibilité à ces questions de sécurité, puisque, comme le disait le sociologue Robert Castel, c'est finalement dans les pays les plus sûrs que la sensibilité à cette question est la plus grande et que cette quête un peu vaine, à mon sens, autour des questions de sécurité, cette quête, cette poursuite d'un monde sans risque est la plus grande. Donc je voulais vraiment insister là-dessus parce que ça me semble assez important. Et si on a encore 5 minutes, parce que je vois qu'on les a, je vais dire un mot de cette... Alors, encore une autre technique qui n'a rien à voir avec les empreintes génétiques classiques, qui consiste cette fois à essayer de prédire des caractéristiques physiques d'un suspect à partir de son ADN. Donc on n'est plus du tout dans la comparaison des empreintes génétiques. C'est une technique qui est plus récente, là aussi, qui avait été utilisée 65 fois par la police scientifique en 2021, pour vous donner une idée. Donc utilisée assez peu fréquemment, mais tout de même. Donc là, il s'agit d'essayer de prédire des caractéristiques sur le suspect. Alors, quelles sont ces caractéristiques ? La couleur des yeux et des cheveux, de la peau, et ce que les généticiens appellent l'origine dite géographique ou biogéographique. Donc, en fait, l'origine du suspect par continent. Donc c'est toujours sur des bases continentales, ou voire dans certains cas sous-continentales, en disant ce suspect est d'origine, je cite, européenne, mettons.
Et il a les yeux marrons, les cheveux châtains et la peau claire. Voilà, ça c'est un rapport d'expertise produit à partir de cette nouvelle technique. C'est vous vous faites partie du groupe des personnes qui peuvent être... alors, qui ne sont pas suspects, parce qu'il n'y a pas une identification précise. Hein, dans ce cas-là, on essaie de restreindre le groupe des suspects pour essayer de faire avancer une enquête, souvent en l'absence d'autres pistes, en fait. Et alors, ça, c'est une technique qui pose des questions assez importantes, me semble-t-il, parce que elle a donné lieu à des débats, puis finalement à une absence de débat. On pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est une technique qui est aujourd'hui validée par la Cour de cassation depuis 2014. La Cour de cassation a considéré qu'il était possible de déterminer les caractères morphologiques apparents d'un suspect, sans préciser ce qu'elle entendait par là. Et notamment sans préciser si elle incluait l'origine dite géographique par continent à ces caractères apparents. Et donc, des laboratoires privés qui vendent les tests, mais aussi la police scientifique, incluent l'origine dite géographique, donc l'origine par continent, à ces caractères apparents, en disant, finalement, on dit telle personne est noire. Je ne vois pas ce que cela change par rapport à un témoignage oral classique qui dirait j'ai vu telle personne, elle est noire. C'est donc la majorité des professionnels, donc les policiers, les gendarmes, les magistrats, les biologistes, la majorité de ces professionnels considèrent que ces tests génétiques n'apportent rien de plus qu'un témoignage oral, mais rien de moins. C'est-à-dire qu'ils les banalisent complètement et ils pensent que ces tests échappent à toute question de stigmatisation, de discrimination, de racisme. Pour eux, ce n'est pas le problème, c'est juste un outil neutre. Et puis, il va y avoir une minorité des magistrats qui, au contraire, disent « Attention, ces tests peuvent apporter des risques de stigmatisation de population. » Alors, juste pour... je vois que l'heure tourne, donc juste quand même pour préciser les idées là-dessus, il faut dire que en utilisant des catégories donc, qui sont continentales, voire dans certains cas sous-continentales, eh bien les biologistes ont tendance à rigidifier en fait les contours des populations, c'est-à-dire à considérer que les populations peuvent être distinguées sur des bases biologiques et qu'il a existé une période, alors là ça vous concerne plus, mais il a existé une période dans l'histoire au cours de laquelle les populations humaines étaient complètement séparées sur des continents différents. Et que donc ce sont les populations de référence qu'ils analysent. Mais enfin, toujours est-il que donc ils introduisent des risques de simplification et d'erreur d'interprétation parce que les biologistes nous expliquent bien que les races biologiques n'existent pas, cela n'existe pas au sens biologique, cela n'a pas de sens. Ce qui se passe, c'est que lorsque l'on passe d'abord aux enquêteurs de police, puis aux médias, il peut se produire des simplifications, des erreurs d'interprétation qui font que dans la tête des gens, le fait d'avoir des catégories continentales, l'apparence, plus l'ADN, cela peut induire des processus de racialisation. Moi, je l'ai entendu, ça. Afrique, noir, Europe, blanc, Asie, jaune, désolé, mais c'est comme ça que je l'ai entendu, etc., etc., plus ADN. Donc quand même des processus de racialisation, alors que les races n'existent pas. Donc ce qui n'est pas anodin quand même. Et quand on ajoute à ça le crime, on comprend bien qu'effectivement se produisent des processus de stigmatisation. Si vous voulez, je vous donne un exemple, mais si je suis trop longue, j'arrête. Non. Bon, alors il y a un exemple assez connu qui s'est produit en Allemagne, qui était que il y a eu une série de crimes commis en Allemagne, en France et puis aussi un peu en Autriche. Donc l'auteur de ces crimes, qui était une femme, ça se voyait dans son ADN, cette femme semblait très mobile.
puisqu'elle avait commis des crimes un peu partout dans ces pays, dans différentes régions. Et puis, un test génétique d'origine a été demandé, et le résultat qui a été rendu était que cette femme était originaire, alors la catégorie sous-continentale, Europe de l'Est. C'était le résultat, Europe de l'Est. Alors, mobilité, Europe de l'Est, ça a été traduit dans les médias par communauté rome. Donc, des soupçons ont été formés contre des communautés roms en Allemagne. Un psychologue mobilisé par la police scientifique a même dit que cette personne suspecte avait un comportement typique de la communauté rome, et que d'ailleurs mentir faisait partie de la sociabilité dans cette communauté. Et je dirai après pourquoi j'ai dit cela. Donc, des soupçons assez forts. Et puis finalement, il s'est avéré que la personne qui avait laissé sa trace sur les scènes de crime, eh bien, était en fait une technicienne qui avait fabriqué les cotons-tiges qui avaient servi au prélèvement. Donc c'était en fait un artefact. Et c'est pour ça qu'on le trouvait sur différents lieux de crime. Alors, des excuses ont été formulées à l'égard des populations roms. Donc ça vous illustre alors, à la fois le processus de stigmatisation, mais qui n'est pas nouveau, qui a toujours existé. Mais ce qui est nouveau ici, c'est que étant donné qu'il y a une molécularisation de l'origine, il y a une légitimité scientifique derrière. C'est un résultat scientifique produit par des gens qui sont des chercheurs, ou disons, ou la police scientifique en l'occurrence. Des personnes qui apportent des outils de légitimation d'un résultat. Premièrement. Deuxièmement, donc on peut voir opérer des processus de racialisation dans différents cas de figure. Et troisièmement, j'en termine là, il y a donc un processus de stigmatisation qui est à l'œuvre. Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que les chercheurs en sciences sociales ont montré que lorsque une personne des groupes dits racialisés, mettons, ou dits minoritaires sont pointés, cette personne représente toujours son groupe. Et c'est pour cela que je vous ai raconté que le psychologue avait dit que cette personne avait un comportement typique de son groupe. Cette personne, si elle est dans un groupe minoritaire, elle sera toujours représentative, ou considérée plutôt comme représentative de son groupe, alors que le privilège de la blancheur, en quelque sorte, est de représenter un individu, en tout cas en Europe et en France notamment. Et donc si on dit les blancs, eh bien on verra plutôt un individu. Et donc d'où la différence en fait qui peut opérer entre les groupes de population. Donc je pense qu'il faut avoir aussi tout cela en tête pour comprendre les enjeux et pour voir jusqu'où l'on va pour rechercher l'auteur de crimes qui peuvent être graves par ailleurs. Mais ça, c'est tout le débat. Voilà. Merci. Je crois que on va bientôt, on va vous passer la parole à la salle, mais en tout cas, je pense qu'on perçoit bien l'enjeu ici des sciences sociales pour aider dans le déploiement de politiques publiques sur des outils innovants, technologiques type l'ADN ou autre. C'est-à-dire que et je ne sais pas si cet encadrement est toujours suffisamment au niveau, ou traité comme tel par les législateurs, parce qu'il y a toujours cette problématique. Je crois que vous parlez de confiscation consentie de liberté dans le livre. Moi, c'est à un moment, je crois, quand vous venez sur les détracteurs, ou en tout cas sur le fait que c'est consenti, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on ne va pas se répéter. Je pense qu'il vaut mieux laisser la parole au public. Donc le micro peut circuler. Et je commence là, puis je viens vers vous après. On essaye de faire des questions qui n'amènent pas des réponses trop longues pour que tout le monde puisse en poser. Merci beaucoup pour cette présentation. On entend, oui, qui était passionnante. J'ai une question sur l'ADN de parentèle et peut-être plus généralement sur l'ADN généalogique. Vous avez dit que
ce sont des profils qui se ressemblent. Mais à partir de quel moment, de quelle probabilité, de quel chiffre, on peut décider que des profils qui se ressemblent sont apparentés? Et à l'inverse, est-ce qu'il existe des cas, des possibilités où des ADN se ressemblent, mais appartiennent en fait à des gens qui ne sont nullement apparentés? Voilà ma question. Alors, merci pour votre question. Il y a effectivement donc cette recherche-là dans les nouvelles méthodes pour essayer de trouver des ressemblances. Dans le cas des tests familiaux utilisés en France, c'est la lignée directe, c'est-à-dire soit les parents, soit les enfants qui sont concernés. On ne regarde pas les frères et sœurs, les cousins, etc. Donc c'est la lignée directe, enfants et parents. Et donc là, il y a quand même une ressemblance assez forte entre les 3 générations, suffisante donc pour repérer des correspondances partielles. Maintenant, évidemment, pour aller plus loin dans la procédure judiciaire, une fois qu'il y a ces ensembles d'ADN qui ressemblent à la trace laissée sur la scène d'infraction, il peut y en avoir, mettons, 30 dans un fichier qui contient 3,3 millions de profils. Étant donné qu'il y a cette marge d'incertitude, il peut y avoir une trentaine, par exemple, de profils qui ressemblent. Donc, l'enquête ne s'arrête pas là. Ensuite, on va demander, par exemple, si c'est... parce que le cas s'est produit malheureusement pour une jeune femme qui a été tuée, violée et tuée, exactement. Dans ce cas-là, on a trouvé une ressemblance entre l'ADN du criminel et son père qui était fiché génétiquement dans le FNAEG, mais on a aussi demandé l'ADN de la mère pour vérifier que tout était concordant, c'est-à-dire que l'ADN de la trace ressemblait à cette personne fichée, ressemblait aussi à la mère, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Et puis ensuite, le corps du criminel qui était mort entre-temps, parce qu'il était mort suite à un accident de la route, le corps du criminel a été exhumé pour vérifier cette fois que son ADN correspondait à 100% cette fois à celui de la trace. Donc c'est pour dire que chercher des ressemblances partielles, c'est un premier pas dans l'enquête. Là, je donne une réponse technique, mais c'est ça. Pour aller plus loin et ensuite chercher une correspondance totale entre la trace et le suspect. Et c'est pareil pour les tests généalogiques, a fortiori lorsque l'on va jusqu'au cousin au 4e et au 5e degré. Alors là, les enquêteurs vont avoir des dizaines et des dizaines de personnes, en fait. Et donc, ça va être un travail très, très long, très méticuleux, d'éliminer toutes les branches non pertinentes des arbres généalogiques, parce qu'ils constituent de grands arbres généalogiques. Ils recueillent des informations, alors là, de tous les côtés, y compris sur Facebook, pour voir qui est apparenté à qui. Ils coupent les branches non pertinentes des arbres généalogiques jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit groupe de personnes qui, à peu près l'âge correspondant au suspect, qui étaient dans la région au moment où les crimes ont été commis. Et donc, ils resserrent en fait le groupe des personnes concernées jusqu'à se focaliser sur peut-être 2 ou 3 personnes, j'imagine. Enfin, j'ai entendu parler de cas précis. Ils se focalisent sur quelques personnes et à ce moment-là, ils prélèvent les échantillons et ils font une comparaison directe entre l'ADN de la trace et l'ADN des suspects qui doit être là une correspondance à 100%. Oui, je vais essayer de formuler ma question de façon à ce que vous puissiez répondre par oui ou par non. Oui. Est-ce que les examens de médecine génétique qui sont destinés à diagnostiquer les maladies héréditaires aboutissent à des fichiers qui pourraient un jour être connectés avec les fichiers de police? Ils ne le sont pas aujourd'hui. Pour être clair, les ADN utilisés en médecine ne sont pas connectés au fichier de police, qui est encadré par des lois. Donc, est-ce qu'il pourrait un jour... Je ne peux pas vous dire. Techniquement. Ah, techniquement.
Techniquement, on peut utiliser n'importe quel ADN. N'importe quel ADN peut être susceptible d'être utilisé pour regarder les petits marqueurs, les 21 petits marqueurs par exemple, qui sont étudiés. Si on a l'ADN complet d'une personne, par définition, on a tout et on peut regarder les 21 petits marqueurs ou bien les caractéristiques physiques qui donnent l'apparence. On peut tout regarder si on a l'ADN complet, mais c'est interdit. Et cela n'est pas fait aujourd'hui. Ouais, alors moi j'avais une question, mais du coup j'en profite que j'ai le micro. Il y a un petit point qui m'a chagriné dans votre intervention, c'est justement ce truc de le consentement. Enfin, ces technologies-là, elles n'arrivent pas juste avec c'est le contrôle de l'État, un contrôle social de l'État total, et qu'il y aura aussi une part de consentement dans la population. Où je suis pas foncièrement en désaccord avec vous, mais de prendre notamment l'exemple des réseaux sociaux, où c'est pas franchement l'exemple où le consentement à lâcher ses données, c'est pas le meilleur exemple, je trouve, quoi. La création de Facebook, c'est 2004, l'affaire Snowden, c'est 2013, donc le moment où, en gros, le grand public a pris conscience de ces enjeux-là. Aujourd'hui, on est en 2024, quand on regarde les derniers sondages, en France, il y a 50% des Français qui préféraient ne pas vivre dans un monde où les réseaux sociaux ont été inventés. Du coup, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien d'utiliser cet exemple-là pour parler du consentement, d'autant plus que dans le déploiement des nouvelles technologies, depuis les OGM, à chaque fois, on a des laboratoires d'acceptabilité sociale qui viennent produire ce consentement, et c'est particulièrement le cas pour ce qui est de l'industrie sécuritaire. Et il y a un très bon exemple spécifiquement sur la biométrie, merci. Le livret bleu du Gixel qui date du milieu des années 2000. Le Gixel, c'est le lobby de l'industrie de l'électronique, des fabricants d'électronique en France, et qui avait produit un espèce de livret blanc à l'usage de leurs adhérents, du coup des constructeurs d'électronique, et qui disait il faut mettre de la biométrie dans les écoles pour que les enfants payent le... Bon, c'est une histoire qui est assez connue, quoi. Ils ont retiré d'ailleurs assez rapidement leur livret, quoi. Mais du coup, ce consentement, il est aussi produit par les industriels et par l'État, quoi. Et du coup, moi, ça me paraît un peu embêtant de parler de ça sans rappeler ça, parce qu'en fait, c'est le monde aujourd'hui dans lequel on vit à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui est mise sur le marché. Et ma question, c'était, vous n'avez pas parlé des ADN de transport, qui me semble, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que ça commence à bousculer un petit peu les procédures juridiques, et je voulais avoir votre avis là-dessus. Je ne sais pas si on est tellement en désaccord, en fait. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a aussi des processus qui produisent du consentement, hein. Enfin, c'est assez complexe. D'ailleurs, lorsqu'on est en garde à vue, j'imagine que ce n'est pas si facile de refuser de donner son ADN, déjà. On est dans une situation qui n'est pas si confortable, et donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on le donne ou on ne le donne pas. Mais globalement, pour en avoir parlé quand même avec beaucoup de personnes depuis 10 ans que je travaille là-dessus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une affaire qui... il y a globalement une majorité de personnes qui semblent considérer qu'elles n'ont rien à se reprocher, et que donc ce n'est pas un problème. Et que cela les protège. Une majorité de personnes qui pensent cela. Et puis il y a une minorité qui, au contraire, considère qu'ils sont la cible potentielle ou actuelle de ce type de pratique, et qu'ils sont sous surveillance. Mais ça me paraît, là je pense que je ne me trompe pas, ça me paraît être quand même une minorité. Alors, ce qui produit cette situation, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments en fait qui font qu'on en est là. Il y a beaucoup d'éléments, et je suis d'accord pour dire que les nouvelles techniques biométriques là qui sont en train d'arriver vont encore transformer ça. Donc c'est bien, parce que je vais avoir encore plein d'autres choses à étudier très très intéressantes, et que donc il faudra voir vraiment au cas par cas, etc. Bon. Mais quand même, vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être sceptiques par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais il y en a énormément qui les utilisent.
Effectivement, l'ADN a cette particularité, par exemple, par rapport aux empreintes digitales, de pouvoir se transporter un petit peu dans certaines conditions qui sont d'ailleurs difficiles à caractériser et à analyser, hein, d'après ce que nous disaient les experts. C'est pas forcément très très facile de prouver qu'un ADN a été transporté. Si je touche ce verre, je vais laisser mon ADN. Vous allez prendre, Nicolas, mon verre, vous allez toucher la chaise et vous allez mettre de mon ADN sur la chaise. Alors dans certaines conditions, paraît-il, on nous a dit que ça pouvait exister, donc ce qui complique beaucoup l'analyse. Et effectivement, ces traces de contact, d'une part, sont liées au fait qu'on étudie aujourd'hui des toutes petites quantités d'ADN, en fait. Quelques cellules suffisent. Dans certains cas, même, on nous a dit une cellule. Enfin bon, quelques cellules suffisent. Donc des toutes petites quantités, ce qui fait que ce qu'on étudie est le signe de quelque chose que parfois on a du mal à analyser parce que finalement on a pu laisser son ADN en étant de passage dans une pièce sans être l'auteur d'une infraction, juste en ayant touché un objet sans être l'auteur. Donc il faut prendre en compte tout ça qui est évidemment pris en compte dans la décision judiciaire. Et ce que nous ont dit aussi les experts en génétique, c'est que de plus en plus, ils ont des mélanges de 2 voire 3 ADN et que ça complique beaucoup les analyses parce que ils nous disent qu'il y a 10 ans, ils utilisaient plutôt des ADN propres, sinon ils les laissaient de côté. De plus en plus, ils étudient des mélanges de 2 voire 3 ADN qu'ils rendent des résultats qui sont bien plus compliqués qu'il y a 10 ans, mais que, et ça c'est important, les magistrats ne sont pas suffisamment formés à cela et ne se rendent pas compte que les résultats qui sont produits sont bien plus complexes qu'il y a 10 ans. Donc ça, effectivement, ça fait partie des évolutions dont on nous a parlé qui changent un peu cette question de la preuve. L'ADN est un élément de preuve. Tous les professionnels nous ont dit l'ADN est un élément de preuve parmi les autres éléments du procès, les autres éléments de l'enquête, les autres techniques scientifiques, mais aussi les techniques d'enquête classiques, quoi, les écoutes téléphoniques, etc. Ma question est simple, vous êtes sociologue. Oui. Je me demandais si le concept que Foucault avait mobilisé de gouvernement des conduites ne pouvait pas s'appliquer dans ce cas d'espèce. Parce que, bon, je posais la question, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? Mais ce fameux concept de gouvernement des conduites, c'est-à-dire une population qui, d'une certaine façon, peut être fascinée par l'innovation technologique, acquiesce à ce genre de choses sans se poser les questions que vous posez très brillamment dans votre exposé, dans votre livre. Est-ce que vous pensez que ce concept, il n'avait pas anticipé Michel Foucault? Que n'avait pas anticipé. Il l'avait anticipé, je sais. Oui, bien sûr, oui. Oui. Bah, d'ailleurs, j'utilise cette notion dans mon livre, cité dans l'introduction, oui, tout à fait. Oui. Alors, ça nous entraînerait peut-être... mais oui. Question qui n'est pas liée qu'à ce que Foucault appelait des biopolitiques. On a effectivement affaire là à des biopolitiques, mais aussi à des dispositifs qui sont mis en place aussi parce qu'elles sont en partie consenties par une partie de la population. Et donc c'est vrai. Et puis, il y a une autre notion aussi dont je parle à la fin du livre, qui est celle qui est plutôt de la notion de capture. Des éléments, des données sont capturées à travers les tests généalogiques. Des informations sont capturées. Ça, c'est une autre notion, oui. Bien, il est temps, je pense, de clôturer cette rencontre. Donc, on remercie beaucoup Joël Vailly. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir qui se tenait du 22 au 26 mai 2024, réalisée et mise en onde par Radio Radio.